Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. On est ravis de vous accueillir en direct sur France 3 Bretagne pour le coup d'envoi de cette grande série consacrée aux élections municipales. Vous le savez, les 15 et 22 mars prochains, vous devrez choisir votre prochain maire. Alors pour y voir plus clair, durant 3 mercredis, on va donner la parole aux candidats et vous pourrez comparer les propositions, les programmes dans 6 villes bretonnes. Ce soir, on commence avec les 2 principales villes du Morbihan, Lorient et Vannes. Et cette première partie de soirée va durer 45 minutes avec le débat sur Lorient. Avant de vous présenter les candidats présents ce soir, quelques chiffres pour vous représenter, resituer la ville. Lorient, ce sont aujourd'hui 57 000 habitants, la 3e agglomération bretonne derrière Rennes et Brest. C'est aussi le 2e port de pêche français, le 1er pôle européen de course au large et c'est aussi chaque été la capitale internationale de la musique celte avec, vous le savez, le festival interceltique. Et voici les 6 candidats qui vont débattre avec nous ce soir. Je commence avec Laurent Tonnerre. Vous étiez jusqu'ici adjoint chargé de la transition énergétique et vous êtes investi par La République En Marche. En face de vous, Christian Mouton, le candidat du Rassemblement national pour ce scrutin 2020. Damien Girard, vous menez la liste Lorient en commun. Vous êtes soutenu à la fois par Europe Écologie Les Verts, l'UDB, le Parti communiste et le Parti socialiste. En face de vous, Jean-Philippe Olivieri, vous conduisez la liste Énergie citoyenne Lorient. En face de vous, Bruno Blanchard, liste Bien Vivre Lorient, candidat d'hiver gauche. Vous étiez jusqu'ici également adjoint du maire sortant PS Norbert Métairie, qui vous soutient et qui est en dernière position, je crois, sur votre liste. Enfin, Fabrice Loher, liste Unisson Lorient, candidat de la droite et du centre. Vous avez été durant 6 ans le chef de file de l'opposition municipale. Et je précise que 2 autres candidats sont également engagés dans ces municipales. Hassan Dibes, candidat d'hiver gauche, qui conduit la liste Redonnons un avenir à Lorient. Et David Grégoire, candidat d'hiver droite, tête de liste pour Lorient Nouvelle Ère. Les candidatures seront définitivement validées demain par les services de la préfecture. Merci à tous les 6 d'être présents ce soir. À la fin de l'émission, vous serez rejoints par une invitée qui connaît très bien Lorient. Je ne vous en dis pas plus. Je précise enfin que vos prises de parole seront chronométrées en régie et que nous sommes tenus par la règle de l'équité. Avant de vous donner la parole, on va écouter ceux qui vont vous départager, les 15 et 22 mars prochains, les Lorientais. On est allé à leur rencontre et on leur a posé une question toute simple cette semaine. Qu'attendez-vous de votre maire pour les 6 prochaines années? Voici quelques réactions. Ça n'a pas valeur de sondage, c'est juste un instantané. On les écoute. Il y a par contre une nécessité, c'est de faire en sorte que la police municipale soit plus présente et qu'elle sillonne la ville régulièrement, qu'on la voit, et ensuite que cette police municipale n'ait pas seulement un rôle répressif, mais avant tout, essentiellement, il faut que son rôle soit un rôle éducatif. Lorient, avant, on pouvait se balader sans souci, et aujourd'hui, c'est plus le cas. On se fait agresser pour un oui, pour un non. À partir de 11h30 le soir, c'est plus. Il y a certains quartiers où on ne peut plus se balader. Il faudrait soutenir davantage le monde associatif parce que c'est le lien entre les citoyens. C'est quelque chose qui permet de garder une activité et puis d'avoir une interaction entre les gens, quoi. Qu'il y ait une politique à l'égard des femmes, un lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences et des femmes et des familles, qu'il y ait quelque chose fait en faveur de l'immigration, je ne sais pas, on pourrait accueillir les immigrés, qu'il y ait une politique sociale, culturelle, environnementale réelle et pas démagogique. Moi je suis du Bois du Château et pour les enfants, il n'y a absolument rien. Dans les parcs, il n'y a pas pour les enfants en bas âge. On fait en ville, ça il y a pas mal, mais après dans les quartiers, il n'y a pas. Voilà, un condensé de quelques attentes pour les Lorientais pour ces élections municipales. Il y avait une tradition à Lorient depuis 1981. Il y avait toujours un maire sortant présent aux élections. Là, une page se tourne. Il y a quand même une particularité, des adjoints de Norbert Métairie, donc le maire sortant qui passe la main, sont face à face durant ces élections, Laurent Tonnerre et Bruno Blanchard. Est-ce que tous les deux, vous cautionnez le bilan Norbert Métairie, Laurent Tonnerre ? Tout naturellement, j'assume le bilan de Norbert Métairie puisque j'y ai pris toute ma part. Je suis élu depuis 2001. J'ai été successivement en charge de la politique des quartiers, des centres sociaux, puis de la vie associative. C'est un bon bilan ? Enfin, oui, c'est un bon bilan. J'ai soutenu l'ensemble des projets qu'on a pu mener. Aujourd'hui, de la transition énergétique. C'est une très grande fierté d'avoir servi la ville. Je suis surtout très fier du travail qu'on a pu réaliser
auprès de Norbert et des équipes qui ont pu suivre pendant ces Mais années. il soutient Bruno Blanchard. On a quand même reconstruit une deuxième fois la ville de Lorient. Et ça m'a permis également de côtoyer des gens de très grande qualité. J'ai beaucoup appris. Ça a été une très belle histoire. Aujourd'hui, il faut ouvrir un nouveau cycle. Je veux l'incarner pour faire autrement, innover, parce que c'est aussi des nouvelles générations qui vont demain gérer la collectivité. Mais c'est une vraie source d'inspiration, le travail qui a été mené. Je veux être digne du travail réalisé. On va par donner mes la parole collègues. à Bruno Blanchard. Est-ce que vous Bonsoir. n'apportez pas, avec 2 candidatures issues d'une majorité sortante, un peu de confusion auprès des électeurs? Aujourd'hui, non. Je pense que le paysage est clair, s'est éclairci avec la présentation de la liste et avec le soutien de Norbert Métairie et avec le nombre d'élus qui est sur notre liste. Il y a 14 élus sortants, donc on a réussi à créer le rassemblement au sein de la majorité en place. Voilà. Après, il y a des divergences politiques aujourd'hui, mais nous soutenons, bien sûr, tout le monde veut s'approprier Le plus large le rassemblement, bilan. c'est pas Damien Girard? Je parle de l'équipe en place, des 14 élus sortants, de la majorité sortante, donc ils font partie de la liste Bien Vivre Lorient. Donc forcément, on revendique le bilan, on porte le bilan, mais ça doit être un bon bilan parce que tout le monde veut s'approprier. Damien Girard, vous avez une liste plurielle, un large rassemblement. Est-ce qu'une liste plurielle, ça ne fait pas une majorité compliquée à gérer une fois qu'on est élu? C'est un nouveau cycle qui s'ouvre, évidemment. Mais c'est à l'image de l'ensemble de la gauche, qui est une gauche qu'on disait dispersée, façon puzzle, et qu'on a su rassembler, que j'ai su rassembler derrière un renouveau autour de l'écologie. Et clairement, personne ne sera majoritaire au sein de cette nouvelle majorité, mais c'est extrêmement intéressant, puisque ce qu'on peut reprocher quand même à Norbert Métairie, c'est une gouvernance solitaire. Moi, je veux être le maire de l'intelligence collective, et donc déjà au sein de cette majorité, au sein de cette liste, on a appris à fonctionner avec différentes minorités. Personne n'est majoritaire tout seul. Ça veut dire qu'il y a plus de débats et on fait plus appel à l'intelligence collective. Alors justement, quel style de maire serez-vous pour les 6 prochaines années? Fabrice Loher, on dit que souvent Norbert Métairie a géré Lorient, bon père de famille, avec, on va dire, une discrétion comme ligne de conduite. Vous serez l'opposé, vous? Non, d'abord, ce que je veux souligner, c'est que si le bilan était aussi bon que cela, on aurait aujourd'hui une seule liste issue de la majorité municipale, ce qui n'est évidemment pas le cas et montre quand même l'ampleur du travail qui reste à réaliser pour que Lorient retrouve une certaine prospérité. Moi, la logique de la présentation de ma liste, c'est une logique de rassemblement de compétences. La liste Mission Lorient n'est pas le fruit d'accords entre appareils politiques. On a Vous êtes soutenu par des partis? Bien entendu, mais on a rassemblé d'abord des compétences en matière économique, en matière de commerce, en matière de transition écologique, de sécurité, de sport, de solidarité. C'est ça qui compte. On a un vrai projet pour Lorient et pour le territoire, un vrai projet, une belle équipe. Et moi, je veux effectivement demain incarner une autre façon de concevoir la fonction de maire, être le maire de tous les Lorientais, c'est-à-dire réconcilier quelque part l'esprit d'entreprise qui est nécessaire pour financer demain nos politiques publiques, créer des emplois, avec l'esprit de solidarité qui, c'est vrai, est nécessaire dans une ville qui, je le rappelle, et c'est le bilan, touche quand même, pour la misère économique et sociale, un Lorientais sur 5. Un Lorientais sur 5 sous le seuil du taux de pauvreté. Jean-Philippe Olivieri, une nouvelle gouvernance pour les 6 prochaines années. Est-ce que vous l'incarnez, vous, cette nouvelle gouvernance? J'espère. Avec quelle méthode? Quel type de gestion? Déjà, il faut dire aux téléspectateurs que notre position ici a été tirée au sort. Or, le tirage au sort est facétieux puisqu'il a mis ensemble les 3 représentants du système actuel, où ils sont tous les 3 représentants du Parti socialiste. Il y a un système aujourd'hui à Lorient? Oui, absolument. Depuis, non pas 2001, mais depuis 1965, où chaque fin de mandat, le maire démissionne, laisse son premier adjoint devenir maire, etc. Et on a 3 listes socialistes. On a la liste officielle de Damien Girard, avec Gaël Estradi comme numéro 2, qui est également conseillère départementale en binôme avec Laurent Tonnerre. On a les socialistes de droite qui sont avec Laurent Tonnerre, macronistes. Et on a les socialistes dissidents, et même officiels en quelque part aussi, puisque Norbert Métairie, qui est socialiste, est sur sa liste. Damien Girard voulait réagir à ce que vous dites. Un peu finalement le même système. Damien Girard? Simplement dire que en 2014, moi j'ai fait une rupture avec cette majorité puisque j'ai décidé de ne pas retourner auprès de Norbert Métairie et j'ai monté un projet alternatif. Je rappellerai juste à M. Olivieri qu'en termes de cohérence, c'est un peu léger puisqu'il a sur sa liste des personnes qui ont 20 ans de mandat avec Norbert Métairie, qui ont voté l'ensemble des budgets et qui ne se sont jamais opposés ou simplement marqué une simple différence. Christian Mouton, vous incarnez, vous, l'alternance aujourd'hui. On voit que le Rassemblement national augmente ses voix, ses suffrages de scrutin en scrutin. Quel est votre objectif là, pour ces élections municipales? D'abord, il y a vous souhaitez être maire de Lorient?
Oui, pour pousser les choses quand même. Vous êtes pour les préparé pousser. Préparé, on s'y prépare. Si ce n'est pas moi, c'est quelqu'un que j'aurais choisi la prochaine fois. On va donc préparer le terrain. Vous êtes tête de liste, mais vous ne serez pas forcément candidat au fauteuil de maire? Après, on verra. Il y a quelques jeunes quand même avec nous. Il y a deux choses qui sont importantes, l'emploi et la sécurité. L'emploi et la sécurité, ça va ensemble. Parce qu'on sait que l'oisiveté est la mère de tous les vices, et donc s'il y a du travail, il y aura moins de délinquance. La délinquance est faite du fait que voilà, les gens n'ont pas de boulot, ils sont à la sortie des écoles. L'emploi, alors, c'est quelque chose qui n'a pas été recherché spécialement par même pas du tout d'ailleurs, par la municipalité précédente, par les municipalités précédentes. Fabrice Doher. Oui, on n'a pas entendu M. Mouton pendant 6 ans au conseil municipal, donc c'est assez drôle de l'entendre aujourd'hui parler de ces sujets. C'est vrai que la sécurité est un sujet important et les Lorientais l'ont dit dans le petit reportage. Donc nous avons des propositions très claires à faire que je défends depuis des années et j'aurai comme futur adjoint un commandant de police qui pourra travailler en conciliation avec la police nationale pour renforcer les effectifs de la police municipale à Lorient et avoir une action concrète pour que la sécurité s'améliore au centre-ville comme dans les quartiers. Christian Mouton, votre réponse ? Monsieur Loher parle, ça fait 20 ans qu'il est au conseil municipal. À chaque élection, ils reprennent les thèmes de notre programme et à chaque fois, un pas en avant et 2 pas en arrière après les élections. Ce sont des promesses pipeaux, carrément. Il n'y a aucune confiance à avoir en cette catégorie de personnes. Pour terminer ce dernier tour de table, Jean, ils sont tous rapidement, effectivement des des conseillers municipaux actuels ou passés de Norbert Métairie ou dans l'opposition. Nous sommes 45 citoyens, hommes et femmes, d'expérience. Parmi lesquels d'ailleurs on en a 8 qui ont déjà une expérience municipale, donc on ne peut pas à la fois nous reprocher d'être des citoyens amateurs et en même temps d'avoir des gens d'expérience. Et notre volonté, c'est de changer les choses, de changer d'air, c'est-à-dire de passer d'un système clanique où les partis s'additionnent, où comme disait M. Girard, ils vont négocier entre eux pour savoir qui va décider quoi. Nous voulons vraiment changer les choses pour que les citoyens reprennent le pouvoir. On va partir sur les dossiers de fond et on voit que pour ces élections 2020, la question environnementale infuse dans les programmes à tous bords confondus. Tout cela a justement inspiré la première petite carte postale que nous envoie notre dessinateur Loïc Schwartz. On va la regarder ensemble. Eh bien, regardez tous ces candidats en vert, repeints même en vert, pourrait dire certains. Damien Girard, vous êtes on va dire le candidat officiel de l'écologie, puisque vous êtes soutenu par Europe Écologie. Est-ce que vous avez l'impression que tous les candidats font aujourd'hui ce qu'on appelle la green copy? C'est vrai que tout le monde a des propositions sur l'écologie. Oui, effectivement, tout le monde a des propositions en la matière. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis écologiste depuis 25 ans, 30 ans. Et très longtemps, on a prêché dans le désert. Et voir qu'un ensemble de personnes s'intéressent maintenant à la question et qu'il y ait des candidats avec des propositions, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, en quoi vos propositions seraient une rupture aujourd'hui, avec ce qui se fait aujourd'hui à Lorient? Simplement, quand on a réfléchi à la question depuis 25 ans, 30 ans, et que on a imaginé l'organisation d'une ville ou d'une société en général autour de la question écologique. Effectivement, on a des propositions qui sont beaucoup plus structurantes et structurelles que simplement dire on va développer un peu de vélo ou un peu de bio. Et donc, c'est en ça que c'est différent. Notamment, pour moi, la priorité, c'est la question du changement climatique avec 2 angles, la question de l'adaptation et la question de l'atténuation. L'atténuation, c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre avec plusieurs chantiers. Et puis l'adaptation, c'est faire en sorte qu'on soit en capacité d'absorber les grands aléas climatiques que l'on va prendre au fur et à mesure des années. Bruno Blanchard, sur la question de la transition écologique, qu'est-ce que vous ferez mieux, par exemple, que Norbert Métairie? Je ferai aussi bien, et sinon mieux, mais ça n'a pas commencé là, la transition écologique. Il faut avoir en mémoire ce qui a été fait depuis 2, voire 3 mandats par la municipalité et par l'agglomération aussi. Il y a une vraie démarche qui est engagée depuis au moins 2 mandats et aujourd'hui, on commence à avoir des effets bénéfiques avec un réseau chaleur qui se développe, etc. Donc il y a des choses qui sont engagées sur la rénovation des bâtiments parce que les plus gros producteurs d'effets de gaz à effet de serre, ce sont l'habitat et les transports. Donc aujourd'hui, il y a des actions fortes qui sont faites sur l'habitat. Et demain, dans le futur mandat, nous devrons engager le renouvellement de la flotte des transports urbains. Donc c'est 95 véhicules. On va en parler justement. Sur 15 ans. Donc c'est un budget de 70 millions d'euros d'investissement. C'est un marqueur fort, la question des transports, justement aussi pour votre programme, Laurent Tonnerre? Bien évidemment, mais au niveau de la transition énergétique, moi sur ce mandat, j'ai fait le choix du pragmatisme. On a voulu être efficace à Lorient, sur le terrain, au bénéfice des Lorientais. On a développé les énergies renouvelables. Il faudra continuer à le faire, bien sûr. On est passé de 25 à 50% sur ce mandat d'énergie renouvelable dans la consommation de nos bâtiments municipaux.
à la fois par du photovoltaïque, à la fois par du chauffage au bois énergie, c'est la moitié des bâtiments municipaux. Il faudra aller plus loin et exploiter l'ensemble des gisements qui peuvent exister sur la ville. Moi, mon marqueur fort, puisque c'est un peu la question que vous nous posiez, ce sera d'être toujours très audacieux sur la politique de boisement. Sur ce mandat, on a doublé la surface forestière de la ville. On avait 15 000 arbres, on en a planté 15 000. Je souhaite en planter de nouveau 15 000 sur le mandat à suivre. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, on améliore l'écosystème municipal, notre patrimoine naturel. Surtout, on se dote de climatiseurs naturels pour atténuer les effets du réchauffement climatique. Très grande ambition de végétalisation pour la génération future. Mais ce qui veut dire intégrer l'ensemble du centre urbain, à la fois les cours d'école, les places publiques, les cimetières, exploiter tout espace pour boiser la ville au bénéfice de nos enfants. Vous parlez d'audace, justement sur la question des transports. Il y a un projet audacieux, le vôtre, Jean-Philippe Olivieri, qui a un peu dérouté pas mal de gens à Lorient, c'est ce fameux MAD, métro autonome à la demande. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots la technologie? C'est un métro qui circule 24 heures sur 24? Notre analyse, elle est partie du problème global des transports. Le problème, c'est qu'à Lorient, il y a 14 000 personnes qui viennent tous les jours à Lorient, qui rentrent à Lorient en voiture. C'est de la pollution, c'est du temps perdu dans les encombrements, c'est des places de parking qui sont prises en place ventouse toute la journée. Et puis, deuxième point important sur Lorient, Lorient est une ville éclatée en différents quartiers qui ne sont pas toujours reliés les uns avec les autres. Et notre action fondamentale de ce que l'on veut faire, c'est créer du lien entre les quartiers, du lien entre les personnes. Donc ce métro permettrait ce lien? Et tout à fait. L'idée, c'est de mettre en place une navette autonome. Alors, ça n'a rien de révolutionnaire sur le plan du système, puisque ça existe depuis 40 ans. Ça coûte cher? Oui, depuis 40 ans. Non. Depuis 40 ans, ça existe déjà à Lille, ça existe à Orlyval, ça existe à c'est combien? C'est 22 millions d'euros d'investissement? Oui, c'est 22 millions. Sachez que quand même, le Triskel, la dernière partie du Triskel a coûté 42 millions. On explique ce que c'est? Oui, le Triskel, ce sont les voies privées dédiées pour les bus. En site propre. Voilà, et ça a coûté 42 millions pour faire gagner quelques secondes à des bus diesel. Votre projet fait tiquer Fabrice Loher, pourquoi? Alors, d'abord, pour répondre à la question de... Non, sur la question, parce que le temps passe très vite. Transport. Le transport. Écoutez, moi, je pense... Vous n'y croyez pas? Non, je pense que je dis amicalement à Jean-Philippe Olivieri qu'il a raison de chercher des idées un peu originales pour la campagne, mais les Lorientais en ont soupé honnêtement des travaux d'infrastructure. On sort effectivement de plusieurs années de travaux sur le Triskel qui a coûté 70 millions d'euros pour une augmentation de fréquentation très faible du trafic des transports en commun. Donc nous pensons, notre priorité, notre ambition sur les transports du quotidien, c'est agir sur la tarification des transports. Nous proposons le bus gratuit le samedi. Une seule journée? Une seule journée. Pourquoi? On expérimente, parce qu'on fait une expérimentation. Moi, je veux être sérieux sur la question de la gratuité des transports. Il y a 38 villes moyennes aujourd'hui en France qui espèrent la gratuité, pendant cette notamment Dunkerque, qui expérimentation d'un an, nous irons faire ce qu'on Lorient. appelle l'étude comparative, du benchmark pour parler de technocrates, et nous irons effectivement voir comment les solutions ont fonctionné dans d'autres villes, parce que chaque ville a ses spécificités, et nous pensons que c'est une belle et grande mesure pour révolutionner aussi les transports du quotidien. Ce dont les Lorientais ont besoin, c'est de meilleures dessertes, desservir les zones d'emploi, desservir mieux le week-end, le soir ou le centre-ville de Lorient, bref, des transports adaptés à la réalité quotidienne de la ville de Lorient. Les transports du quotidien, c'est dans votre programme aussi, Christian Breton. Vous voulez proposer un référendum, je crois, pour un tramway à Lorient, c'est ça? Non, je disais que s'il fallait y aller pour les gros travaux, un tramway ou des bus choisir comme ça, un métro autonome ou un tramway, vous prenez un tramway? Refaire des gros travaux, à l'heure actuelle, pour moi, c'est impensable. On a déjà assez de travaux et il y en a déjà prévus pour l'hôpital, enfin l'ancien hôpital et le bois du château. Pour la circulation, il faut effectivement changer beaucoup d'horaires de bus et fluidifier la circulation. Certains jours aussi, c'est intéressant Non, pour je ne vous? suis pas spécialement pour toute la gratuité, c'est faux, c'est menteur, c'est de la propagande. Parce que qui va investir après demain dans des lignes de bus, dans des bus, ou alors on prend des chauffeurs de bus bénévoles, peut-être. Mais si on fait le train gratuit de Lorient à Paris, il y a des morts sur le quai de la gare. On ne peut pas faire tout gratuit, c'est faux. Bruno Blanchard, oui, la gratuité des transports, c'est une idée. Pourquoi? Parce que nous sommes pour l'équité, on ne sommes pas pour la gratuité. Il y a aujourd'hui une tarification solidaire qui fonctionne plutôt bien, donc je pense que les personnes doivent payer le prix réel de ce qu'ils touchent par rapport à leurs ressources. Donc vous ne changez pas la tarification actuelle? Non. Nous sommes pour la gratuité pour les sorties scolaires. Aujourd'hui, les écoles paient le transport scolaire pour aller soit au Grand Théâtre, soit à la piscine, etc. Mais cette décision-là, c'est malheureux.
cette décision-là ce ne sera pas à prendre au niveau de la ville de Lorient. C'est une compétence de Lorient Agglomération. Donc, c'est les 25 communes qui devront se positionner sur ce dispositif de transport pour la gratuité. Enfin, nous proposerons la gratuité pour les sorties scolaires et l'équité pour le transport en commun. Alors, on va aborder à présent ce qui a toujours forgé l'identité de Lorient, le bon goût de la mer, le bon air du large. De par son histoire, sa géographie, Lorient respire la mer, respire l'Atlantique. Au XVIIe siècle, les chantiers navals de Louis XIV. Pendant la Seconde Guerre mondiale, point fort, place forte du mur de l'Atlantique. On l'a longtemps surnommé justement la ville aux 5 ports. La dernière grande transformation, la seconde vie de l'ancienne base sous-marine, désormais rebaptisée Lorient-la-Base. Les sous-marins ont laissé la place au Formule 1 des mers. Ce qui aurait pu rester une friche militaire est devenu aujourd'hui le premier pôle européen de course au large. On voit tout cela avec Stéphane Isal et Philippe Boget. Parmi les premiers occupants de cette zone délaissée par la marine, il y a les skippers bien sûr, mais déjà quelques entreprises périphériques qui s'installent, des services directement liés au caractère maritime du site. On sentait bien qu'il se passait plein de choses. Et pour nous, ça a été important de rester ici. C'est vrai qu'on a déménagé déjà à 2 reprises, mais toujours sur la même zone, sur cette zone Lorient-la-Base. Parce que notre cœur de métier et notre ADN, c'est vraiment les navigateurs de course au large. C'est avec eux qu'on a démarré, c'est avec eux qu'on se développe et c'est important pour nous de rester proches d'eux. Puis, des promoteurs immobiliers ont investi dans les terrains viabilisés. Puisqu'autour de cet accès privilégié à l'eau, il fallait créer des services, il fallait donc des locaux. L'idée était très très bonne, mais compliquée à mettre en œuvre financièrement. Et donc très vite on s'est aperçu que ce n'était pas 1000 m² qu'il avait besoin, mais qu'il fallait accueillir d'autres entreprises pour que le projet soit viable. Et on est passé très vite à 2000, 3000, 5000 m². Et au total, donc entre le 1, le 2 et le 3, on a développé pratiquement 20 000 m². Et devant l'afflux d'entreprises, toutes plus ou moins liées au nautisme, une association s'est créée, histoire de mettre un peu d'huile dans les rouages. L'idée, c'est vraiment d'avoir un projet commun pour ce territoire. Et je crois qu'on est tous aussi amoureux de l'endroit où on travaille. On a envie d'en faire une zone où il fait bon vivre, où il fait bon travailler. Et en fait, quelque part, on participe, nous, entreprises, au développement économique. Seulement voilà, les 25 hectares du secteur dédiés au nautisme ont rencontré un tel succès que les emplacements libres se font rares. Les locaux ont été reconvertis pour accueillir des entreprises maritimes. On est toujours en plein développement et on recherche maintenant, étant donné que sur le nautique de Queyroman, on commence à avoir un périmètre fini en termes de construction. On travaille avec les partenaires que sont la SEM de Lorient-Queyroman pour retravailler les îlots qui sont en interface avec le port de pêche. Et il y a un secteur qu'on appelle Queyrolet, qui est juste au nord, juste derrière nous. Et là aussi, il y a toute une rénovation de ce secteur-là pour pouvoir répondre aux besoins des gens qui viennent travailler sur Lorient-la-Base ou qui ont un lien avec le secteur de Lorient-la-Base. Une nouvelle plateforme pour les bateaux de course de 4000 m² vient de voir le jour et pour que le site ne devienne pas une marina, l'habitation a été bannie du secteur. Lorient-la-Base, aujourd'hui, ce sont 125 skippers, une dizaine d'équipes de course au large, plus de 1000 emplois directs et 200 000 visiteurs par an. Et voilà, et à côté de Lorient-la-Base, il y a aussi une autre locomotive pour l'économie maritime, c'est le port de pêche de Queyroman. On va voir quelques chiffres qui indiquent son poids dans l'économie lorientaise. Laurent Tonnerre, est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans la valorisation de la mer, de l'économie maritime aujourd'hui à Lorient? Est-ce qu'on est sur des bons rails? On a pris le bon train en marche. Est-ce qu'on peut aller encore plus vite, plus loin? Bien sûr qu'il faut y aller. Par exemple. Mais ce que je veux retenir aujourd'hui, c'est que quand on parle d'identité maritime, c'est actuellement une formidable réussite économique dans tous les domaines. Et on peut parler d'excellence maritime. Tout d'abord, Naval Group. Rappelez quand même que ce qu'on appelait l'Arsenal était donné pour mort en 1994. Aujourd'hui, Naval Group est le leader européen de la construction navale de défense. Est-ce qu'il y a des futurs Naval Group aujourd'hui à Lorient en gestion? C'est 2200 salariés, 3000 sur le site. Ils sont surtout reconnus pour leur innovation et leur délai de construction et de livraison. Ensuite, on a le port de commerce qui est en augmentation de trafic. On a la base des FUSCO, de la Marine nationale. Qu'est-ce que vous proposez pour faire encore plus de France. Qu'est-ce que vous proposez? Je vais y venir. On a le premier port de pêche de France en valeur. Je disais le deuxième en valeur, le premier. Parce qu'on a su là aussi négocier le virage historique. On ne va pas refaire l'histoire du port de Lorient. Vos propositions pour améliorer justement. On a la base. Vous parliez du nautisme. Aujourd'hui, le nautisme est un concentré de technologie.
unanimement reconnu mondialement d'ailleurs. Ça, c'est une chance. On est le premier pôle de course au large d'Europe avec 40 Donc teams. vous voulez structurer encore plus cette économie ? Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est une vraie locomotive. L'excellence maritime, c'est 15 000 emplois à Lorient. Ça fait vivre plus de 40 000 personnes. Ça nous impose, bien évidemment, un devoir par rapport à l'avenir. Il faut consolider ces bases. D'abord, garder une longueur d'avance. C'est 4 choses. Je fais très rapidement. Oui, parce que les autres candidats. Tout d'abord, continuer à investir dans nos infrastructures, nos équipements, les renouveler. Deuxièmement, renforcer les liens avec l'université, qui est un service, le BS, un service recherche et développement au service des entreprises locales. Troisièmement, très important, créer un campus de formation maritime, parce qu'il faut former les gens pour ces emplois de demain. Quatrièmement, c'est amplifier le marketing territorial. On a été trop frileux jusqu'à là. Il faut vraiment promouvoir nos atouts au niveau du Fabrice pays. Loher, vous dites que la mer aujourd'hui c'est de l'or bleu. Est-ce que Lorient utilise bien cet or bleu ? Le constat aujourd'hui, c'est que Lorient et ses ports ne vivent pas au même rythme. Il faut réconcilier Lorient et ses ports, qu'il s'agisse du port de commerce, du port de pêche, du port de plaisance. Donc notre stratégie, c'est de précisément définir une nouvelle stratégie de portuaire maritime pour la RAD et pour Lorient globalement. Et concrètement ? Concrètement, c'est l'économie bleue. L'économie bleue, c'est un potentiel extraordinaire de gisement d'emploi avec des financements européens à la clé dans les prochaines années. Donc nous voulons créer un conseil maritime du pays de Lorient où nous allons fédérer, unir les acteurs du port de pêche, du port de commerce. Encore une définir ensemble. qui s'ajoute à d'autres C'est très structures. important, vous savez, il y a des choses qui marchent bien, mais il faut structurer, rassembler les gens, unir et fédérer. Et nous voulons créer un incubateur de l'économie bleue, nous voulons créer un espace coworking et des Fab Labs. Il faut aller beaucoup plus loin que l'idée du campus. Il faut vraiment que Lorient devienne la clé de l'innovation maritime dans les secteurs du développement durable, du numérique. Ce sont encore une fois des gisements d'emplois extraordinaires pour le pays de Lorient dans les années qui viennent. Bruno Blanchard et Damien Girard. Je voudrais juste vous montrer une image sur le port de Kergroise, le port de commerce, où s'arrêtent chaque été aujourd'hui des paquebots de croisière. Les touristes aujourd'hui débarquent au milieu des grues et au milieu de sacs d'ammonitrate pour caricaturer un peu. C'est la première image. C'est la première image qui tombe Lorient. Est-ce qu'il faut changer ça aujourd'hui ? Bien sûr, il y a un accueil maritime à regarder, à retravailler, mais ça c'est dans le cadre de la CCI, enfin la délégation de services publics qu'a aujourd'hui la SAS Port de Commerce. Donc on est rentré aujourd'hui, on travaille avec la CCI dans la SAS Port de Commerce, justement, sur toute cette dimension-là. Mais on l'a entendu tout à l'heure dans le reportage, c'est sur le problème de foncier qu'il faut travailler. Et actuellement, il y a des choses d'engagées, justement, pour pouvoir accueillir de nouvelles entreprises sur le territoire. Et en termes d'innovation, on est quand même performant et on est à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, avec les foils, tout ce qui se développe aujourd'hui, on voit encore avec les bubble cars là, qui vont arriver sur Lorient. Donc, il y a une excellence de technologie et d'innovation sur Lorient qu'il faut mettre en avant. Damien Girard, vous dites que la ville doit réinventer une relation avec la mer, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a effectivement une ville qui s'est reconstruite historiquement d'eau à la mer et il y a des ouvertures qui se sont créées. Il faut continuer ça. La première chose pour nous, c'est le faire autour de la glacière, conserver la glacière et en faire un tiers-lieu maritime avec un lieu pour les professionnels qui sont liés aux questions maritimes. Mais ramener un peu le grand public aussi sur ces zones-là. Exactement. Et puis d'avoir le grand public, d'avoir aussi une vision sur la rade à travers l'accès à la glacière. Deuxième chose aussi, c'est mieux valoriser les outils que l'on a aujourd'hui. On a un outil, le Slipway, qui permet de faire de la réparation navale. C'est vraiment sous-exploité avec une SEM, une société d'économie mixte, qui est principalement centrée sur l'halieutique. Il faut travailler plus sur la réparation navale. Et puis on a une filière à faire émerger, qui est la déconstruction de bateaux. Et là, on a aussi du potentiel d'emploi à créer autour de ça. Je voudrais terminer par une image sur la question de l'identité maritime et je vais vous faire réagir Christian Moutot et Jean-Philippe Olivieri. C'était il y a 6 ans, je crois, 7 ans, la Volvo Ocean Race qui faisait escale à Lorient. Est-ce que Lorient, aujourd'hui, doit favoriser une nouvelle course au large pour renforcer son identité maritime ? Oui, moi je le pense. Même si, de toute façon, toutes les compétitions amènent à développer la technologie pour avoir des résultats. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir à Lorient des entreprises de haute technologie qui font des bateaux autant sécurisés pour le tourisme, autant pour le sport. Donc je suis pour les compétitions obligatoirement. Jean-Philippe Olivieri ? Brest à sa course des ultimes, Saint-Malo à sa route du Rhum, Lorient doit avoir sa grande course ? Déjà, je trouve qu'on est dans un discours de technocrate. On parle de trucs, de machins, de bidules. Et les Lorientais, si on en parlait un peu,
Les Lorientais, il faut un peu quand même s'en occuper. C'est-à-dire que nous, on prévoit par exemple qu'aucune personne de plus de 70 ans touchera moins de 1 000 €. On va mettre en place une régie municipale de solidarité. On va mettre en place des guichets uniques qui permettra à chaque Lorientaise ou Lorientais de pouvoir être prise en charge par un employé volontaire de la ville pour s'occuper de l'aider à mieux réussir dans la ville. Ça, c'est important. Et pour revenir à votre question, il y a aussi une question d'image, parce qu'à entendre mes concurrents, tout va bien. Lorient est extraordinaire. On est la 3e agglomération de Bretagne. Vous avez l'impression, quand vous habitez à Lorient, d'être dans la 3e agglomération de Bretagne? Moi pas, et je ne suis pas le seul. Donc je pense qu'il faut aussi par moment voir loin. Et le MAD, nous aussi, on essaye de voir loin et pas se contenter de dire on fait du rafistolage, on va faire des bus plus rapides, moins rapides. On veut voir l'avenir. Et pour l'image de la voile, nous, ce qu'on propose, c'est de lancer une étude pour construire le Soleil d'Orient. Le bateau qui a permis de créer l'Orient, comme a fait Rochefort avec l'Hermione, un bateau pour lequel on pourrait réunir... ambassadeur un peu. Voilà, l'ambassadeur, qui pourrait transporter du fret ou des passagers de manière écologique, et on pourrait réunir à la fois des métiers d'art et puis toutes les techniques de pointe que connaît l'Orient, la voile, les gréements, la construction navale, pour faire quelque chose d'innovant et qui serait un magnifique ambassadeur de la ville et de son image. Nous voilà en technocrate, puisqu'il reparle aussi de la fin. Nous voilà arrivés à la dernière séquence. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous voilà arrivés à la dernière séquence de ce premier débat. S'il vous plaît. Il en sera de même pour les autres débats à venir. On a choisi de donner la parole à un ou une invitée surprise. Voilà, des personnalités de la société civile connues du grand public qui ont accepté d'évoquer leur ville, leur territoire. Pour Lorient, le choix nous semblait évident. Bonsoir Irène Frein. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Faut-il encore vous présenter, vous, vos romans, vos succès, quand les Bretons peuplaient les mers, Le Nabab, Les naufragés de l'île Tromelin, ou bien encore Sortis de rien, justement ce très beau livre où vous racontez votre enfance et votre histoire lorientaise. Vous avez un lien très fort avec Lorient. On peut dire que c'est une relation presque charnelle. Oui, parce que je crois qu'on est fait de son enfance, on est fait de son enfance, on est fait de son adolescence. Moi, je suis une voyageuse. J'ai emporté Lorient partout. Et ce Lorient-là, c'est le Lorient des grands horizons. C'est le Lorient des origines. Mettez-vous juste en face de moi, Irène, pour qu'on vous voit bien. Voilà, c'est le Lorient des origines. Mais c'est le Lorient ouvert sur l'avenir. C'est le Lorient qui veut comprendre le monde et qui, avec ce monde, veut lui-même se projeter dans l'avenir. Oui. Qui vous a donné aussi le goût de l'ailleurs, de l'Asie. Complètement, oui. La Compagnie des Indes, ça vous a marqué. Cette histoire de la Compagnie des Indes, ça vous a marqué. Ça a été des choses fondatrices pour moi, parce que dans cette ville qui avait été détruite par la guerre, et qui peinait à se reconstruire, ça a été des choses chatoyantes. Moi, je ne suis pas du tout née dans les décombres, je suis née bien après, mais c'est vrai que découvrir cet horizon-là, pour moi, c'était un horizon poétique, ça a été un réservoir d'énergie extraordinaire. Quand vous revenez à Lorient, c'est toujours la même émotion. Est-ce que la ville a beaucoup changé, a bien évolué? La ville a changé, et c'est le propos de toutes les villes de changer, parce que sinon elles deviennent des musées et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Une ville, ce sont des citoyennes et des citoyens. Ce sont des hommes et des femmes dans la cité. Donc les générations se succèdent et ces générations façonnent... Il y a un lien aujourd'hui entre ces générations, vous trouvez ? Je trouve beaucoup moins, parce qu'il me semble qu'une partie des générations où vivotent dans la ville, et ça c'est lié effectivement au problème des revenus aussi, ou bien d'autres sont partis, notamment, souvent quand ils ont un peu plus d'argent, dans les communes environnantes. Et moi, ce que je constate, c'est une sorte de dévitalisation de cette cité que j'aime, un centre comme ça qui s'est vidé, qui vit avec des événements dont certains quand même sont très importants, comme le Festival interceltique, mais éphémères. Vous allez me rejoindre sur le pupitre central, Irène Frein. Venez. Vous avez la chance d'avoir là, ce soir, réuni 6 candidats qui prétendent au fauteuil de maire. Vous avez peut-être une question à leur poser pour l'avenir de Lorient. Où sont les femmes? Exactement. Quand je vous ai dit... Oui, elles ne sont pas vues. Oui. Est-ce que vous avez vraiment laissé venir? Si. Quand vous avez constitué les uns les autres vos listes, qu'est-ce que vous avez fait des femmes?
Où elles sont? Moi, ça me frappe. Je vous ai vu, je me dis, mais je vois 6 mecs là. Alors, il y en a certains qui sont plus sûrs que d'autres qui... je vous regarde comme ça, hein, moi je débarque. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que vous allez respecter la loi, j'en suis sûre. Alors, on va les laisser répondre peut-être. Faire. Qui va répondre à Irène Frein? Moi, je veux bien répondre. Nos listes sont paritaires. Bon, déjà, les listes sont paritaires, mais ça, c'est la loi. Simplement, dans mon équipe, j'imagine 6 pôles transversaux en termes de gouvernance. Et sur ces 6 pôles, j'imagine 5 femmes qui auraient la présidence de ces pôles. Donc, en gros, les principales personnes qui auraient du pouvoir au sein de mon équipe sont des femmes. Dernière question, on a préparé cette émission, vous me disiez, j'ai quand même envie de poser une question sur le cumul de certains mandats aujourd'hui. Oui, moi quand je regarde les choses comme ça, quand j'arrive et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment une fatalité que le maire de Lorient soit le président de l'agglomération? Est-ce qu'il y a une fatalité? Où est la démocratie là-dedans? Est-ce que ça ne mettrait pas de la vitalité qu'on dise, ben non, il y a des règles du jeu, c'est chacun son tour. Qui s'engage aujourd'hui à être maire de Lorient, mais ne pas être président de l'agglomération lorientaise? C'est le nombre. Qui s'engage aujourd'hui? C'est mon cas. J'ai dès le départ indiqué que, en tant que maire de Lorient, je ne briguerai pas la présidence de l'agglomération. Vous êtes tous autrement potentiellement des présidents de l'agglo? Il n'y a pas de principe fort. Je considère que s'il peut y avoir une juste répartition des rôles, c'est très très bien. Après, il y a la nécessité aussi d'avoir une légitimité à un moment donné d'un président de l'agglo. Quand on a plusieurs communes à gérer, c'est souvent la ville-centre qui s'impose. Voilà. Rapidement pour conclure, Fabrice Loher. Il faut changer de gouvernance au niveau de l'agglomération. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai dit qu'il n'y a pas effectivement d'automaticité à ce que le maire de Lorient soit président de l'agglo. Mais ça se décidera avec les maires de la communauté d'agglomération. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que vous avez dit, c'est l'idée de l'avenir. De penser l'avenir, l'idée de jeunesse, c'est-à-dire de sortir d'une gestion pépère pour aller plus loin. Et ça, c'est important. Et pour la gouvernance, je pense que le problème, ce n'est pas un problème d'homme ou de femme, c'est un problème de projet. Quel est le projet que l'on porte? Merci beaucoup Irène Frein de nous avoir livré votre témoignage bien utile pour ce débat. J'en profite pour rappeler le titre de votre dernier roman. Je te suivrai en Sibérie aux éditions Colzel. Lorient. Exactement. Là, vous nous faites encore voyager, mais on va aller dans des contrées un peu plus froides qu'habituellement. Merci beaucoup, Irène Frein. Alors, messieurs, il nous reste exactement 2 minutes pour conclure ce premier débat consacré à Lorient. Et nous vous avons demandé un objet qui symbolise pour vous votre relation avec Lorient. On vous donne 30 secondes pour expliquer votre choix. On va commencer avec Laurent Tonnerre. Tout simplement, c'est le festival interceltique. Irène Frein en parlait pour dire que c'est une fabuleuse aventure. Alors, ça peut se décliner façon poupée russe, hein, j'en ai plein chez moi, mais dire qu'on est quand même le premier festival de France en termes de fréquentation, le 2e d'Europe, c'est inouï. Pour une ville moyenne comme Lorient. C'est une fantastique aventure. C'est une fierté lorientaise. C'est un ancrage aussi. C'est 1200 Lorientais qui sont bénévoles à chaque édition. On va fêter les 50 ans cet été. C'est 10 jours d'effervescence. Merci. Christian Mouton, votre objet. Celui-là, il est sur mon bureau. Il a été fait pendant la guerre. C'était un jouet, bien sûr. C'est un petit marin qui joue de l'accordéon. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je le vois, il y a des périodes difficiles. Il y a eu des guerres, il y a eu des découvertes. La marine, Lorient a été en avant. Et que malgré tout, à Lorient, on sait s'amuser, on garde l'accordéon, et après le travail, après les risques, on se détend. Damien Girard, je crois que c'est un objet du quotidien. Ouais, c'est un objet du quotidien. C'est une carte vitale. C'est une carte vitale, c'est quelque chose que chacun a dans sa poche. Couleur verte en plus. Exactement. Et c'est une solidarité nationale qui a été mise en place aux sorties de la Seconde Guerre mondiale. On propose une mutuelle communale pour faire le complément et avoir une solidarité à l'échelle de Lorient. Et effectivement, elle est verte, elle correspond à notre projet, c'est-à-dire des choses qui sont bonnes et pour la planète et pour le portefeuille. Jean-Philippe Olivieri, un pot de miel. Un pot de miel d'un apiculteur du pays de Lorient, c'est pour montrer 3 choses. Que Lorient seul ne peut pas se développer, il doit vivre et se développer avec l'ensemble des communes du pays de Lorient. Deuxièmement, c'est une image de nature, de ce que l'on veut au niveau écologique. Et troisièmement, c'est l'image de la ruche. Une société où tous ensemble ont réussi à faire quelque chose. C'est ça notre objectif. C'est que tous les Lorientais se réunissent pour faire société. Bruno Blanchard, un objet, je crois, qui va faire plaisir à Irène Frein. C'est une boîte à thé. C'est une copie des produits qui arrivaient à l'époque de la Compagnie des Indes. Lorient est né avec la Compagnie des Indes. Et nous, dans notre projet, nous souhaitons faire revenir le musée de la Compagnie des Indes au Péristyle, dans le cœur du berceau où est né Lorient, avec la création d'un jardin botanique dans l'enclos du port.
Et voilà, donc on est très attaché Il y a du boulot à l'histoire. Clos du Port. Hein. Oui, il y a du boulot, mais on va le faire. Parce que là, c'est un peu lamentable. Oui, mais on est en train de travailler dessus et avec le retour. C'est le coup de gueule d'Irène Frein. On termine avec Fabrice Loher. S'il vous plaît, Jean-Philippe Olivier, on va laisser parler Fabrice Loher. Eh bien, en écho justement à Irène Frein, un flacon de Carigos, là aussi, c'est le rêve de la Compagnie des Indes. Voilà, des ingrédients ramenés par les marins lorientais qui revenaient des Indes. C'est une histoire personnelle aussi parce que je me suis occupé pendant plus de 20 ans de la restauration du Festival interceltique de Lorient, le village celte, et notamment l'organisation de la partie restauration de la Cotriade. Et je vous livre ce soir un secret, c'est que nous ajoutions, puisque j'ai arrêté d'organiser la Cotriade depuis 2-3 ans, un peu de Carigos dans la soupe de poisson servie aux 1200 convives qui se réunissaient sur le plan coupé chaque année. Et vous êtes aussi pour le déménagement du musée de la Compagnie des Indes sur le Péristyle ? Oui, à la condition que nous gardions le lien avec le musée de Port-Louis. Il y a des synergies à trouver. Et je trouverais formidable que nous ayons un ticket commun avec un petit bateau pour faire la liaison transrade pour que ces deux musées ne soient qu'un seul. Merci à tous les 6 pour le pays de l'Orient. S'il vous plaît, merci à tous les 6. C'est la fin de ce premier débat consacré à l'Orient. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu du débat. Bonne fin de campagne à tous. Restez avec nous puisque cette grande soirée spéciale élection municipale se poursuit. Dans quelques instants, nous nous intéresserons à Vannes, l'autre grande ville du Morbihan. Avant cela, petite escale justement dans le golfe du Morbihan. Vous le savez, depuis le début de l'année, à bord de notre combi, nous partons à la rencontre des Bretons pour récolter des paroles citoyennes. Et les paroles citoyennes, ce soir, nous emmènent sur l'île d'Ar. Restez avec nous, à tout de suite. C'est un monde à part, une île. C'est compliqué à dire parce que faut le vivre pour pouvoir savoir ce que c'est. Sincèrement, c'est parce qu'on est vraiment dans un autre monde. J'hésite à en parler beaucoup parce qu'en fait, on veut pas faire trop de pub. Donc, on va dire que c'est bien. Juste ça. On peut avoir tous les avantages de la ville et sans les inconvénients ici. C'est un choix de vie, une vie tranquille. On est à l'abri des tempêtes, pas à l'abri du vent, mais à l'abri de la mer. Et puis, donc, ça n'a rien à voir avec les îles du Ponant, comme Ouessant. La population est vieille, il faut être honnête. Et ça manque de jeunes. Il y en a certains qui sont venus s'installer. On souhaiterait qu'il y en ait d'autres. Surtout maintenant, avec le télétravail. L'île d'Ar est équipée de la fibre optique. Mais on souhaiterait quand même qu'il y ait plus de jeunes sur l'île d'Ar. Ne serait-ce que pour maintenir l'école, qui actuellement est à classe unique avec moins d'une dizaine d'élèves. Quand on arrive ici, il faut créer le job. Il n'y a pas d'embauche facile en fait. Ça va se situer en restauration, hôtellerie, etc. Tous les jobs saisonniers. Mais en dehors de ça, il faut un peu créer son job. C'est très compliqué d'avoir une activité sur l'île d'Ar. La preuve, c'est que tous les commerçants sont en rideau baissé. Les gens qui vivaient ici ont disparu, les générations sont parties et n'ont pas été renouvelées. Je pars à la rencontre d'une habitante qui connaît ce bout de terre sous toutes ses facettes. Au volant du seul transport en commun de l'île, en circulation été comme hiver, elle relie l'embarcadère au bourg. Bonjour Maryse. Maryse Leroux sillonne les routes et les chemins de l'île d'Ar depuis 25 ans. Dans son bus, qui compte une vingtaine de places, locaux comme touristes sont accueillis avec le même sourire. Bonne journée. Hyper sympa, hyper agréable parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas, on peut se demander comment ça va se passer. Puis là, un petit coup de fil et tout est très simple. Maryse rend service aux habitants de l'île en faisant aussi office de taxi, que ce soit avec les résidents permanents ou occasionnels. Il y en a certains, je vous vois, il y en a d'autres que je tutoie. Je sais où ils habitent tous. On est moins de résidents permanents, plus de résidences, je dirais, semi-secondaires, parce qu'ils ne viennent pas forcément que pour les vacances. Ils viennent les week-ends. Et puis, ils font vivre l'île, parce que s'il n'y a pas ces gens-là, il n'y a pas de commerce, s'il n'y a pas de bus, pas de boulot. Vous les connaissez par cœur, ces routes ? Vous savez, on ne roule pas plus de 30 à l'heure dans le bourg, donc on attend de voir le bas de la route. Dans ces moindres recoins, les moindres trous, quand c'est pas rebouché, il y a des endroits, même si je suis déjà passée,
qui change au fur et à mesure. Vous vous en lassez jamais? Non, non, non. Nous quittons Maryse pour rendre visite à des îles d'arrêt tout récemment installées. Ces bretonnes pinoires commencent tout juste à apprivoiser les mains de Clément. Le petit nouveau, associé sur la seule ferme de l'île, a eu un coup de cœur pour ce caillou bien loin de sa Champagne natale. Cet ingénieur agronome de 28 ans a choisi d'y vivre pour cultiver les paysages d'un terroir unique. C'est vrai que si on la compare aux autres îles du Morbihan, c'est quand même une île qui est assez sauvage avec des grands espaces ouverts. Donc ça convient bien à nos systèmes de pâturage à plein air. Donc disons qu'on vient peupler un petit peu les terres ouvertes ici. Thomas s'affaire dans le laboratoire de la ferme. Cet ami de Clément a fait le même choix de vie. Lui se consacre à la transformation du lait, crème glacée, fromage et beurre bio, une agriculture locale et durable. C'est des vaches nourries que à l'herbe toute l'année. Et donc on a un lait qui est beaucoup plus riche en oméga 3 que sur des vaches nourries au maïs et à l'aliment concentré type soja, colza. Thomas et Clément ont répondu à une petite annonce de Violaine qui cherchait avec son mari un coup de main sur la ferme. C'est toujours mieux d'avoir des gens impliqués avec leurs propres projets et puis qui ramènent aussi, ça fait des foyers en plus, ça fait de la vie en plus sur l'île, ouais, évidemment. Les produits laitiers de la ferme sont vendus en direct aux Iliens toute l'année.